Delacroix travaillait vite, à l'aide de brosses assez larges. Les touches sont rapides et précises, souvent disposées en courbe. Elles renforcent l'aspect sinueux et tourbillonnant de la liberté. À une certaine distance, la touche se fond dans l'ensemble, mais elle donne à la peinture un accent que le fondu des teintes ne peut produire. La facture est ferme, brutale et fouillée au premier plan du tableau. Zone la plus dramatique. Et dans les zones de tension du second plan. Le modelé s'estompe à l'arrière pour renforcer l'effet de profondeur. Une ligne toute seule n'a pas de signification. Il en faut une seconde pour lui donner de l'expression. La composition forme un triangle souligné par le bras dressé et la hampe du drapeau qui vient couper le cadre en son centre. Des successions de lignes obliques créent des rythmes saccadés. Pour obtenir une toile de cette dimension, il a fallu coudre 3 laits. Les coutures sont écaillées par endroits et très visibles sur le tableau. Les rayons X montrent que le support est une toile grosse et irrégulière. 14 fils de chaîne et 11 fils de trame au centimètre carré. Les rayons X montrent aussi plusieurs repentirs. Dans une première version, Delacroix avait peint la liberté de face. La robe était plus ample et s'évasait à gauche, accentuant le déhanchement. Des couches de peinture épaisse montrent que le gamin, d'abord très proche de la liberté, a été repoussé vers la droite. On distingue aussi des modifications de contour du gilet et des bras. Sur un fond clair qui varie du beige au gris pâle, Delacroix a d'abord brossé une ébauche avec un pigment brun, résineux, puis mis ses couleurs en place. L'analyse microscopique montre 3 sortes de matières picturales. Première sorte, une couche épaisse renforce l'ébauche et seuls quelques minces surpeints précisent un relief ou un drapé. Deuxième sorte, les couleurs sombres. Le peintre les traite en glacis brun, en partie opacifié. Troisième sorte, certaines couleurs longuement remaniées. Le bonnet de la liberté montre la couche claire de la préparation, une épaisse couche jaunâtre, une couche rouge, une couche beige rougeâtre, une couche violacée à grains bleus, une couche jaunâtre à grains rouges, un glacier orangé, une couche de vernis. Les analyses ont décelé de petites quantités de cadmium. Or, le jaune de cadmium n'est apparu que plus de 20 ans après l'achèvement du tableau. Delacroix procéda en effet à des retouches lorsqu'il récupéra un temps sa toile. Delacroix est influencé par Véronèse, Rubens et Turner. Il fabrique des gammes très riches de gris colorés à partir de quelques pigments seulement. L'ennemi de toute teinte est le gris. Ces couleurs rabattues sont toujours plus proches du sombre que du clair.
peintre joue d'abord sur les oppositions de clarté. Dans une même zone, il alterne et oppose les successions de clair et d'obscur. La partie supérieure droite, claire, s'oppose à la partie inférieure gauche, sombre. Et à l'intérieur de chacune de ces parties, les zones sombres ou claires renforcent encore les contrastes. Le clair-obscur donne la saillie par la disposition des ombres et des clairs mis en relation avec le fond. Le peintre joue aussi avec des contrastes brutaux de couleurs. Dans chaque zone, il multiplie et oppose les couleurs, et en particulier les complémentaires. Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Voisines, elles forment le plus grand contraste chromatique possible. Mélangées, elles donnent un gris neutre. En jouant sur un petit nombre de couleurs complémentaires et sur de légères variations autour de ces couleurs, le peintre peut donc obtenir une grande variété de teintes.